Au-delà du cercle polaire arctique, là où les montagnes de l'Alaska rencontrent la toundra infinie, des gens disparaissent, pas comme dans les villes où on peut se cacher, partir et commencer une nouvelle vie. Ici, ils disparaissent, on est pour de vrai, sans laisser de traces, complètement. Le 22 juillet 1988, une famille de 4 personnes a quitté sa tente dans le parc national de Denali. Pieds nus, s'est placé dans un cercle formé de 37 pierres et s'est dirigé vers le nord. Personne ne sait pourquoi. Les 2 enfants sont revenus 36 heures plus tard avec des marques circulaires sur les poignets que la science ne peut expliquer. Les parents ont disparu en plein milieu du chemin. Leurs traces s'arrêtaient mais tout simplement dans la toundra, comme s'ils s'étaient évaporés. Le 18 octobre 1980 d'Art 13, un garde forestier et un pilote ont décollé pour une patrouille vers les portes de l'Arctique. La dernière communication a eu lieu à 14 heures. Tout était normal. 20 beaux mois plus tard, des touristes ont retrouvé leur avion intact à 230 miles de sa trajectoire, dans une vallée où l'atterrissage est physiquement impossible. C'est l'une des 16 000 disparitions dans une région connue sous le nom de Triangle de l'Alaska. Aujourd'hui, tu vas découvrir ce qui se passe dans les régions sauvages reculées et pourquoi la science ne peut pas expliquer ces disparitions. Le 22 juillet 1988, vers 9 heures du matin, les gardes forestiers du parc national de Denali, en Alaska, ont reçu un rapport faisant état d'une étrange découverte au camping de Savage River. Une famille, avec 2 enfants, avait disparu de sa tente pendant la nuit, laissant toutes ses affaires personnelles et une structure inexplicable sur le sol à l'extérieur. Quand les premiers sauveteurs sont arrivés sur place, ils ont trouvé la tente grande ouverte. À l'intérieur, il y avait 4 sacs de couchage, des sacs à dos, des vêtements, des provisions, des documents, de l'argent et des clés de voiture. Sur un réchaud portable, à l'entrée, il y avait un bol de porridge à moitié cuit, refroidi depuis longtemps. 4 paires de chaussures, 2 pour adultes et 2 pour enfants, étaient alignés à l'entrée. Il n'y avait aucun signe de lutte, de panique ou de départ précipité. La tente semblait avoir été abandonnée par ses occupants, qui avaient simplement décidé de se lever et de partir avec l'intention de revenir quelques minutes plus tard. Sur le sol, à 3 mètres de la tente, se trouvait un cercle parfait de pierres d'environ 2,5 mètres de diamètre. 37 pierres, chacune de la taille d'un poing, étaient disposées avec une précision mathématique. La distance entre les pierres était parfaitement uniforme. La première chose que les enquêteurs ont remarqué, c'est que ces pierres avaient été apportées ici. Les affleurements rocheux les plus proches étaient à environ 100 mètres et le sol environnant n'était composé que de mousse et de végétation de toundra. À l'intérieur du cercle, sur le sol humide, 4 séries d'empreintes de pieds nus étaient visibles. 2 adultes, 2 enfants. Les empreintes étaient morphées, profondes et nettes, indiquant que les personnes étaient restées immobiles pendant longtemps. Les 4 paires d'empreintes étaient orientées strictement vers le nord. Elles étaient alignées à égale distance les unes des autres, tournées dans la même direction, comme si elles avaient reçu un ordre. Une traînée continue d'empreintes de pieds nus partait du cercle et se dirigeait vers le nord à travers la toundra ouverte. La famille s'était enregistrée au camping la veille. 39, 37, 10 et 8 ans. Un ingénieur d'encorage avec sa femme et ses 2 enfants. Leur premier voyage ensemble était dans un parc national. D'après les registres d'enregistrement, ils avaient prévu de passer 3 nuits au camping et n'avaient jamais demandé aucun permis pour des randonnées de longue distance. La famille avait prévu de rester sur les itinéraires du touristique avec accès aux commodités de base.
Des témoins des tentes voisines les ont vus le soir du 21 juillet. Ils ont discuté vers 19h. La famille était de bonne humeur. Les enfants étaient excités et les parents étaient calmes. Le père a mentionné son intention de se lever tôt pour regarder le lever du soleil. Il n'y avait aucun signe d'anxiété ou d'intention de quitter le camping pendant la nuit. Les voisins se sont couchés vers 22h. Ils n'ont entendu aucun bruit inhabituel pendant la nuit. Ni cris, ni voix, ni bruit de circulation. Le matin du 22 juillet, vers 6h30, les visiteurs ont remarqué que la tente semblait étrangement silencieuse. Aucun bruit d'enfants, aucune activité. À 8h du matin, ils ont décidé d'aller vérifier. Ils ont trouvé la tente ouverte, toutes les affaires à l'intérieur, mais personne. Et un cercle de pierre qui n'était certainement pas là la veille au soir. Une équipe de recherche composée de 6 personnes a commencé à suivre la piste à 11h. Les conditions météorologiques étaient assez favorables. Ciel dégagé, 15 degrés Celsius, vent faible. La piste menait strictement vers le nord à travers la toundra, recouverte de végétation basse et de mousse. Le sol était suffisamment mou pour conserver les empreintes de pieds nus nus. 4 personnes marchant en file indienne. Le plus étrange, c'est que la piste était complètement droite. Aucune déviation, aucun zigzag, aucun arrêt. Juste une ligne droite continue vers le nord. La piste traversait des zones rocheuses escarpées, des buissons épineux et des ruisseaux froids. Rien n'indiquait que la famille avait essayé de trouver un chemin plus facile ou d'éviter les obstacles. Ils marchaient simplement tout droit, quel que soit le terrain. Les gens, surtout les enfants pieds nus, qui marchent sur la toundra rocheuse, choisissent généralement le chemin le plus facile. Ils s'arrêtent quand ça fait mal. Ils contournent les obstacles. Mais ces traces ne montraient aucune hésitation. Des pisteurs expérimentés ont plus tard décrit ce schéma comme mécanique ou match programmé, comme si la famille marchait vers un point précis le long d'un itinéraire prédéterminé, ignorant l'inconfort physique et les instincts naturels de préservation. Après environ 3 km, la piste traversait un ruisseau d'environ 2 mètres de large. L'eau était froide, environ 5 degrés Celsius, et arrivait à la hauteur des genoux. Les empreintes montraient que les 4 avaient marché directement dans l'eau et étaient ressortis de l'autre côté, continuant dans la même direction. Aucun parent raisonnable n'aurait fait traverser à des enfants en bas âge pieds nus une eau glacée, alors qu'il y avait un gué rocheux, évident à 50 mètres en amont. À environ 5 km du campement, les traces se sont séparées. Les 2 empreintes d'adultes ont continué vers le nord. Les 2 empreintes d'enfants ont tourné brusquement vers l'est, presque à angle droit. Le point de séparation ne montrait aucun signe de lutte, de confusion ou d'adieu. Les traces se sont simplement séparées, comme si c'était prévu. L'équipe de recherche s'est divisée. 3 personnes ont suivi les adultes, 3 autres ont suivi les enfants. Le groupe qui suivait les traces des adultes parcourut encore 8 km. La piste restait parfaitement droite, à travers un terrain de plus en plus difficile. Montée, raide, zone rocheuse, fourrée dense. À un moment donné, les empreintes menaient à une pente d'environ 40 degrés, recouverte de pierres instables. Des pieds nus auraient dû glisser et laisser des traces de chute. Mais les empreintes étaient aussi régulières que sur un sol plat. À environ 8 miles du campement, la piste s'est soudainement arrêtée. Les 2 dernières empreintes, gauche et droite, étaient mi-ortonnettes et les profondes, dans une zone de mousse molle. Rien au-delà. L'équipe a fouillé la zone dans un rayon de 330 pieds. Aucune autre trace, aucun signe de changement de direction, aucune pierre sur laquelle sauter. La piste s'est simplement arrêtée au milieu d'une marche, comme si 2 adultes s'étaient évaporés dans les airs. Pendant ce temps, le groupe qui suivait les traces des enfants a trouvé des signes plus encourageants.
les empreintes d'un garçon de 10 ans et d'une fille de 8 ans menaient vers l'est sur environ 10 km. La piste montrait des signes de fatigue. Les pas devenaient plus courts, les empreintes plus profondes. À plusieurs endroits, il y avait des traces de glissade et de trébuchement. C'était un schéma de déplacement plus humain, plus compréhensible. Vers 15 heures, 8 heures après le début des recherches, un hélicoptère de la police d'État de l'Alaska a été appelé en renfort. À 16h25, le pilote a signalé un contact visuel. 2 petits objets sous un arbre isolé, à environ 22 km du campement. L'équipe au sol a rejoint les enfants à 17h10. Le garçon et la fille étaient assis, adossés au tronc d'un épicéa nain, les genoux serrés contre eux. Ils portaient, tous les deux, les mêmes vêtements que la veille, des t-shirts, des shorts, sans chaussures. Leurs pieds étaient couverts de coupures, d'écorchures et d'ampoules. Leurs ongles étaient partiellement arrachés. La plante de leurs pieds était gravement endommagée. Les enfants étaient déshydratés et émaciés, mais conscients. Ce qui a tout de suite attiré l'attention, c'était les marques sur leurs poignets. À l'intérieur du poignet de chaque enfant, il y avait 3 marques parfaitement rondes, d'environ 5 cm de diamètre, disposées en triangle. Elles étaient légèrement surélevées et roses, comme une brûlure légère. Les bords étaient parfaitement réguliers, comme s'ils avaient été estampillés. Les marques n'étaient pas douloureuses, mais elles semblaient récentes. Les sauveteurs ont pris des photos des marques, puis ont évacué les enfants par hélicoptère vers l'hôpital de Fairbanks. Les enfants n'ont pas parlé pendant le sauvetage. Ils regardaient dans le vide, sans montrer aucune émotion, sans poser de questions sur leurs parents et sans pleurer. Ils étaient complètement détachés. À l'hôpital, un pédiatre et un dermatologue ont fait un examen complet. Physiquement, à part des blessures aux 2 jambes et de la déshydratation, les enfants étaient dans un état satisfaisant. Il n'y avait aucun signe de maltraitance ou de famine prolongée. Vu qu'ils avaient marché au moins 22 km pieds nus à travers la toundra arctique en 36 heures, leur état général était étonnamment bon. Le dermatologue a fait une analyse détaillée des marques sur leurs poignets. Elles ne correspondaient à aucune maladie de peau connue, réaction allergique, piqûre d'insectes ou blessure causée par une plante. Les bords étaient ronds, trop géométriquement précis pour être naturels. On a pensé à des brûlures chimiques, mais aucune nécrose tissulaire n'a été observée. On a pensé à la pression exercée par des sangles, mais les marques étaient circulaires et non linéaires. Une biopsie a été effectuée. L'analyse a révélé une légère inflammation et une augmentation du flux de sanguin correspondant à une irritation récente, mais sans signe spécifique d'une cause. Dans le rapport médical, le dermatologue a écrit « L'étiologie n'est pas claire. Elle ne correspond à aucun type de blessure connue en 28 ans de pratique. La taille, la forme et la symétrie indiquent donc l'utilisation d'un dispositif quelconque, mais je ne peux pas identifier de quoi il s'agit. » Un psychologue pour enfants a fait une évaluation psychologique le lendemain. Les enfants ont pu répondre à des questions basiques sur eux-mêmes. Mais quand on leur a posé des questions sur les événements de ce matin-là, ils ont tous les deux montré une amnésie totale. Ils ne se souvenaient pas d'avoir quitté la tente, d'avoir marché pieds nus, d'avoir quitté leurs parents ou d'être arrivés à l'arbre. Leur dernier souvenir clair était le dîner du 21 juillet, suivi de leur endormissement dans leur sac de couchage. Leur souvenir suivant était leur réveil sous l'arbre, entouré de sauveteurs. La fille a mentionné des images fragmentaires, lumière blanche, mains froides, voix sans parole, mais n'a pas pu former un récit cohérent. Interrogés sur leurs parents, les 2 enfants sont devenus émotionnellement distants, répondant d'une voix monotone « On ne sait pas » et « On ne se souvient pas ». Le diagnostic était une amnésie dissociative,
un mécanisme de défense dans lequel l'esprit bloque les souvenirs trop traumatisants pour être traités consciemment. La recherche des parents s'est transformée en une opération à grande échelle. Le 24 juillet, 45 personnes participaient aux recherches. Gardes forestiers, bénévoles, pisteurs et spécialistes accompagnés de chiens. 2 hélicoptères effectuaient en route des reconnaissances aériennes. Des chiens de recherche ont été amenés à l'endroit où la piste s'arrêtait, mais ils n'ont pas pu détecter d'odeur au-delà des dernières empreintes. Les recherches se sont poursuivies à un rythme effréné pendant 2 semaines, puis à une échelle plus réduite pendant 6 semaines supplémentaires. À la fin du mois d'août, les équipes avaient fouillé environ 118 miles carrés. Des caméras thermiques ont été utilisées et des plongeurs ont inspecté les rivières et les lacs dans un rayon de 12 miles. Aucune trace des 2 adultes n'a été trouvée. Pas de corps, pas de vêtements, pas d'effets personnels, pas d'autres indices. Un rapport officiel des Alaska State Troopers et du National Park Service, publié en octobre 1988, a reconnu des éléments inexpliqués. Un cercle de pierre, la rectitude des traces, la disparition soudaine des empreintes des adultes et des marques sur les poignets des enfants. Conclusion, disparition dans des circonstances inconnues. Les enfants ont été confiés à des proches à Portland, dans l'Oregon. Ils ont suivi une thérapie pendant plusieurs années. L'amnésie a persisté. Les tentatives d'hypnose en 2002 n'ont pas permis de leur rendre la mémoire. Les 2 enfants ont grandi, ont obtenu leur diplôme, ont mené une vie relativement normale, mais ne sont jamais retournés en Alaska et ont évité la randonnée. L'affaire a été intégrée au phénomène de Triangle de l'Alaska, une région située entre Juneau, Anchorage et Barrow, où plus de 16 000 disparitions ont été recensées depuis 1980. Beaucoup ont une explication: conditions météorologiques, animaux, accidents. Mais une partie des cas comporte des éléments qui défient toute explication simple. Un cercle de pierre, des marques sur les poignets, des empreintes de pas qui s'arrêtent à mi-chemin, tout ça reste inexpliqué. L'affaire est toujours en cours. Les parents sont portés disparus. Leurs enfants, maintenant adultes, restent silencieux sur cet été où ils sont partis tous les 4 pieds nus dans la toundra, marchant strictement vers le nord, comme s'ils avaient reçu un ordre, et où seuls 2 d'entre eux sont revenus, avec des marques sur les poignets que la science ne peut expliquer, et un vide dans leur mémoire que les souvenirs refusent de combler. Le 18 octobre 1993, la garde forestière Jennifer Holt, 34 ans, et le pilote Tom Reeves, 52 ans, ont disparu pendant un vol de patrouille au-dessus du parc national Gates of the Arctic en Alaska. Leur avion a été retrouvé le 22 juin 1995, 20 mois après leur disparition, à un endroit qui ne correspondait ni à leur itinéraire, ni à leurs dernières coordonnées, ni à la logique d'un atterrissage d'urgence. Les corps du pilote et de la garde forestière n'ont jamais été retrouvés. Le parc national Gates of the Arctic est situé au-dessus du cercle arctique, dans le nord de l'Alaska. Il s'étend sur plus de 8 millions d'acres et est le 2e plus grand parc national des États. États-Unis, c'est une région complètement sauvage, sans route, sentiers, camping, ni aucune infrastructure. La chaîne de montagnes Brooks traverse le parc d'est en ouest, formant une succession infinie de sommets, de vallées, de glaciers et de plateaux de toundra. Le climat y est de rude. Les hivers durent 8 mois, avec des températures pouvant atteindre moins 50 degrés Celsius. Les étés sont courts et frais, et le temps peut changer en quelques minutes. L'accès au parc n'est possible que par avion ou à pied,
après avoir traversé des dizaines de kilomètres de toundra sauvage. Les avions légers sont le seul moyen pratique de patrouiller une zone aussi vaste. Les gardes forestiers effectuent régulièrement des survols pour surveiller la faune, évaluer les conditions du terrain, repérer les activités illégales et rechercher d'éventuels incidents impliquant les rares touristes qui s'aventurent dans la région. Jennifer Holt a bossé comme garde forestière à Gates of the Arctic pendant plusieurs années. Elle faisait partie d'une petite équipe de personnel du parc basée dans les postes administratifs des villages de Bettles et d'Anaktuvuk Pass, à la périphérie du parc. Ce boulot demandait de l'endurance physique, la capacité de survivre dans des conditions extrêmes et une bonne résistance psychologique à l'isolement. Jennifer participait régulièrement à des vols de patrouille, connaissait le territoire et comprenait des risques. Tom Reeves était un pilote expérimenté, avec 25 ans d'expérience de vol en Alaska. Piloter un avion léger en Alaska est l'une des spécialisations les plus difficiles de l'aviation. Météo imprévisible, absence d'aéroport ou de pistes sur des centaines de kilomètres, terrain montagneux, vent violent, brouillard, tout ça demande des compétences et un sang-froid exceptionnel. Tom pilotait un Cessna, le type d'avion léger le plus courant en Alaska, capable d'atterrir sur de courtes pistes en terre et de résister à des conditions difficiles. Le 18 octobre, c'est la fin de l'automne, au-dessus du cercle polaire arctique. Les journées sont déjà courtes, environ 6 à 8 heures. La température de l'air est inférieure à 0 degré Celsius, avec des risques de chute de neige et de blizzard. Jennifer et Tom ont décollé le matin pour inspecter une zone reculée du parc. L'itinéraire exact n'est pas précisé dans les sources disponibles, mais les vols de patrouille suivent généralement les vallées, vérifient l'état des rivières et inspectent les zones où des braconniers ou des touristes pourraient être actifs. Vers 14 heures, Tom a contacté la base par radio. Il a donné ses coordonnées. L'emplacement exact n'était pas révélé, mais l'avion se trouvait dans la zone prévue par l'itinéraire. La voix de Tom était calme. Il n'a signalé aucun problème avec l'avion, aucune intempérie, ni aucun changement de cap nécessaire. C'était une communication normale et prévue. Ce fut le dernier contact. L'avion devait rentrer à la base dans la soirée. Comme il n'est pas apparu et n'a pas donné de nouvelles, l'alerte a été donnée. Les recherches ont commencé tout de suite. En Alaska, un retard peut être fatal. Si l'avion a fait un atterrissage d'urgence et que les gens ont survécu, chaque heure compte. Dès les températures inférieures à 0 degré Celsius, pas d'abri, des animaux sauvages, les grizzlies sont encore actifs en octobre avant l'hibernation, des loups et le risque de blessures dû à un atterrissage brutal. Les recherches ont été super importantes. 12 avions ont été mobilisés, y compris des pilotes privés travaillant dans la région qui se sont portés volontaires pour participer aux recherches, ainsi que des ressources aériennes, officielles, du service des parcs et d'autres agences. Un hélicoptère de la garde côtière a été utilisé, capable de survoler des terrains difficiles et de planer au-dessus de vallées étroites. Les recherches ont couvert des centaines de kilomètres carrés à partir des dernières coordonnées connues. Ils ont inspecté les vallées où l'avion aurait pu effectuer un atterrissage d'urgence. Ils ont cherché des débris sur les pentes, au cas où l'avion aurait percuté une montagne dans des conditions de mauvaise visibilité. Ils ont recherché des signaux de fumée, des vêtements de couleur vive ou des débris d'avion, ainsi que des reflets du soleil sur du métal. L'opération a duré 3 semaines. Octobre a laissé place à novembre. Les heures de clarté ont été réduites à 3 ou 4 heures, et les chutes de neige sont devenues plus intenses. Les conditions de vol se sont détériorées. À la fin de la 3e semaine, il est devenu évident que si Jennifer et Tom avaient survécu à l'atterrissage, ils n'auraient pas pu survivre aussi longtemps dans de telles conditions sans abri
ni provisions. Les recherches ont été interrompues. Officiellement, l'avion et les 2 personnes à bord ont été déclarés disparus, présumés morts à la suite d'un accident d'avion dans une zone reculée du parc. Les corps n'ont pas été retrouvés en raison de l'immensité du territoire et de la complexité du terrain. L'hiver a recouvert le parc de neige, rendant toute poursuite des recherches impossible jusqu'au printemps. Le 22 juin 1995, 20 mois après la disparition, un groupe de touristes a découvert l'épave d'un avion Cessna dans une vallée étroite à 3400 pieds d'altitude. Ces touristes faisaient une randonnée dans une zone reculée du parc, ce qui est alors rare en soi, car la plupart des visiteurs de Gates of the Arctic se limitent à quelques jours dans les parties plus accessibles du parc. Ce groupe faisait une longue randonnée et est tombé par hasard sur l'avion. La découverte a eu lieu à 370 km à l'ouest des dernières zones coordonnées transmises par Tom. 230 miles, c'est une direction complètement différente. Si l'avion se trouvait au point A à 14 heures, comment s'est-il retrouvé au point B, situé à 230 miles dans la direction opposée à l'itinéraire prévu, avec une vitesse de croisière moyenne d'environ 130 à 150 miles par heure? Un vol de 230 miles prendrait environ 1 heure et demie à 2 heures. Si le dernier contact a eu lieu à 14 heures, l'avion aurait théoriquement pu atteindre l'endroit où il a été retrouvé entre 16h et 17h. Mais pourquoi? Pourquoi Tom a-t-il brusquement changé de cap, volé dans la direction opposée, et ne l'a-t-il pas signalé par radio? L'avion gisait dans une vallée étroite entourée de versants montagneux. Le fuselage était presque intact. Il n'y avait aucun signe d'impact violent avec le sol. La partie avant n'était pas froissée. La queue n'était pas arrachée et le fuselage n'était pas coupé en 2. Les ailes étaient toujours attachées et n'avaient ni pas été arrachées lors de l'impact. Le train d'atterrissage était sorti en position d'atterrissage. La scène ne ressemblait pas à un accident d'avion classique. Lorsqu'un avion s'écrase ou heurte une pente à grande vitesse, il est détruit. Les débris sont dispersés sur une grande surface, le fuselage est déchiqueté, les ailes sont arrachées et le moteur est arraché de ses fixations. Ici, l'avion semblait avoir été posé avec soin sur le sol, mais la vallée où se trouvait l'avion n'était pas adaptée à un atterrissage. Elle était étroite, accidentée, avec des rochers et de la végétation. Il n'y avait aucune surface plane suffisamment grande pour permettre un atterrissage en toute sécurité, même en cas d'urgence. Un pilote expérimenté comme Tom savait qu'essayer d'atterrir ici entraînerait la destruction de l'avion. Pourtant, l'avion était intact. Il n'y avait personne dans la cabine, aucun corps, aucun signe indiquant que Jennifer et Tom avaient quitté l'avion après l'atterrissage. Leurs effets personnels et l'équipement qu'ils auraient pu avoir avec eux. On ne sait pas s'ils ont été retrouvés ou s'ils ont tous disparu. Le tableau de bord du cockpit était détruit de l'intérieur. Les cadrans en verre étaient ronds et cassés. Les éléments métalliques étaient tordus et les interrupteurs étaient cassés. La nature des dégâts indiquait des coups portés depuis l'intérieur du cockpit, comme si quelqu'un avait frappé le tableau de bord avec ses poings ou un objet quelconque. Il y avait des taches de sang séchées sur le tableau de bord. L'analyse médico-légale a déterminé que le sang appartenait à Jennifer Holt. Le groupe sanguin et l'analyse ADN ont confirmé l'identification. Il n'y avait pas beaucoup de sang, juste quelques gouttes et des traces, mais c'était suffisant pour l'analyse. L'enquête a tenté de reconstituer les événements. Une analyse du terrain dans un rayon de 160 km autour du lieu de l'accident n'a révélé aucune surface plane à une altitude de 2700 mètres, ou plus pouvant convenir à un atterrissage d'urgence d'un avion léger. La vallée où se trouvait le Cessna était à 1000 mètres d'altitude,
mais elle n'était pas adaptée à un atterrissage. Les pilotes expérimentés consultés n'ont pas pu expliquer comment l'avion s'était retrouvé dans cet état à cet endroit. Si un problème technique ou les conditions météo avaient forcé Tom à chercher un endroit pour faire un atterrissage d'urgence, il aurait choisi une vallée plus large, un lit de rivière ou une partie de toundra. Une vallée étroite et rocheuse est un choix suicidaire. Si l'avion s'était écrasé à cause d'une panne moteur, d'une perte de contrôle ou d'une collision avec une montagne par mauvaise visibilité, il n'aurait pas pu rester intact. Les lois de la physique ne permettent pas à un avion, même à une altitude relativement basse, d'atterrir intact avec son train d'atterrissage sorti et ses ailes attachées. L'hypothèse selon laquelle quelqu'un aurait déplacé l'avion après l'accident n'est pas réaliste. Un Cessna pèse environ 1,5 tonnes. Il n'y a pas de route, pas d'équipement capable de transporter un avion sur 370 km de terrain montagneux. Il n'y a pas de mobile. Le tableau de bord, détruit de l'intérieur, indiquait les actions d'une des personnes dans le cockpit. Frapper les instruments est un comportement irrationnel, possible dans un état de panique, de désorientation ou de psychose. Peut-être que Jennifer ou Tom, plus probablement Jennifer, puisque c'était son sang, a commencé à frapper le tableau de bord à un moment donné. Le sang pouvait provenir de coupures aux mains causées par du verre brisé ou de blessures à la tête si la personne avait frappé le tableau de bord. La quantité de sang était faible, ce qui n'indiquait pas un saignement important, mais confirmait un contact physique avec le tableau de bord au moment où le sang coulait encore, c'est-à-dire que la personne était en vie. Qu'est-ce qui a pu pousser Jennifer à frapper les instruments? La panique en réalisant que le crash était inévitable? Une tentative d'éteindre quelque chose qui ne fonctionnait pas? Une désorientation due au manque d'oxygène en haute altitude? Un épisode psychotique? Les corps de Tom Reeves et Jennifer Holt n'ont pas été retrouvés dans l'avion ni aux alentours. L'équipe de recherche arrivée, après que les touristes aient signalé l'incident, a fouillé la vallée sur plusieurs kilomètres. Elle a vérifié s'ils avaient quitté l'avion pour tenter de trouver de l'aide ou d'atteindre la civilisation. Voyager à pied sur un tel terrain est super difficile. Le village le plus proche est à 370 km, à travers des montagnes, des rivières et la toundra. Sans équipement, sans carte ni GPS, si tout ça a été laissé dans l'avion, les chances de survie étaient minimes. Si l'avion s'est écrasé à l'automne 1993, les températures étaient inférieures à 0 degré Celsius et les journées étaient courtes. Même s'ils avaient survécu à l'atterrissage, la probabilité de parcourir une distance importante sans préparation était nulle. Des animaux sauvages auraient-ils pu les emporter? Les grizzlies et les loups sont capables de traîner un corps sur une distance considérable, mais généralement, il reste des traces, des vêtements éparpillés, des os, des signes d'alimentation. Rien de tout cela n'a été trouvé. L'enquête n'a pas permis de parvenir à une conclusion définitive. Problème technique et atterrissage d'urgence. L'avion a eu un problème. Tom a essayé de le poser dans la vallée et a réussi à le faire sans qu'il soit complètement détruit, ce qui est incroyable. Jennifer et Tom ont quitté l'avion, ont essayé de s'éloigner à pied et sont morts quelque part dans la nature. Mais ça n'explique pas pourquoi Tom n'a pas signalé le problème par radio, pourquoi il a changé de cap de 370 km, ni pourquoi le tableau de bord est cassé à l'intérieur. Incident psychologique. L'un d'eux, peut-être Tom, a eu un problème mental soudain, a changé de cap sans raison et a piloté l'avion dans une direction inconnue. Jennifer a essayé d'intervenir en frappant le tableau de bord pour tenter de faire quelque chose. L'avion a réussi à atterrir et les deux ont quitté l'avion dans un état de désorientation et sont morts. Mais les 25 ans d'expérience de Tom rendent peu probable une psychose soudaine sans signes avant-coureurs.
interférence inconnue. Quelque chose qui ne rentre pas dans les catégories habituelles a affecté l'avion ou ses passagers, entraînant un changement de cap, un atterrissage bizarre, un tableau de bord cassé et la disparition des corps. Il n'y a aucune preuve pour cette version, mais les versions rationnelles n'expliquent mille pas non plus tous les faits. L'affaire a été classée avec la déclaration suivante. L'avion a été retrouvé, les circonstances de l'accident n'ont pas été établies, les corps du pilote et du garde forestier n'ont pas été retrouvés, et les deux sont présumés morts. L'avion a été partiellement démonté et envoyé pour examen technique, mais les résultats n'ont révélé aucun dysfonctionnement qui aurait pu causer l'accident. Les familles de Jennifer Holt et Tom Reeves se sont retrouvées sans corps, à enterrer et sans réponse. L'affaire est devenue l'une des plus mystérieuses de l'histoire de l'aviation en Alaska, une région où des dizaines d'avions disparaissent chaque année, mais dont les épaves sont généralement retrouvées et dont les événements peuvent être reconstitués. La vallée étroite à 3400 pieds d'altitude, où gisait l'avion entier, son panneau intérieur brisé et des taches de sang visibles, est devenu un autre endroit silencieux dans la vaste nature sauvage des Gates of the Arctic. Des touristes qui sont tombés par hasard sur l'épave ont signalé leur découverte et ont poursuivi leur chemin. L'avion n'est plus là, il a été enlevé. Mais la vallée est toujours là, et quelque part dans un rayon de 370 km autour des dernières de coordonnées, ou dans la vallée elle-même, se trouvent peut-être les corps de 2 personnes que l'Alaska a emportées et n'a jamais rendues. C'est tout, les amis. Si vous prévoyez un voyage en Alaska, écrivez-le dans les commentaires. Surtout si vous allez à Denali ou aux portes de l'Arctique. Et n'oubliez pas de préciser si vous y êtes déjà allé et comment vous avez passé votre temps. Y a-t-il eu quelque chose d'inexplicable? Aimez cette publication si vous voulez plus de preuves documentaires sur le triangle de l'Alaska. Il y a encore des centaines de cas non résolus dont personne ne parle.